Bienvenue dans cet exercice, c'est le numéro 33 et nous allons voir dedans comment créer des blocs et éditer des blocs. Alors avant de créer des blocs et d'éditer des blocs, bien sûr vous allez pouvoir retrouver en description le lien pour télécharger le plan dont je me suis servi pour dessiner cette maison. Mais il va falloir définir ce qu'est un bloc. Donc là, sur le plan, pour le moment, je n'ai dessiné que les murs. Je voudrais aller dessiner toutes les portes là. Alors je pourrais très bien dessiner une porte et la copier-coller. Mais je vais préférer, pour ce genre de cas, créer un bloc. Alors, qu'est-ce qu'un bloc? Je vais faire un exemple tout bête. Je vais faire un petit rectangle là. Et je vais aller créer un bloc. Je vais l'appeler 0,1. Et je vais lui mettre un point de base. Donc là il a disparu, c'est pas grave, je vais le retrouver ici. Je peux le réinsérer. Je vais mal cliquer, c'est inséré, pardon. Et donc là j'ai mon bloc. Et on voit que comparé au rectangle, il n'a plus de poignée d'édition. D'accord, si je fais un rectangle normal, je peux bouger les différents points du rectangle, les angles ou tout un segment. Le bloc, non. C'est une forme là qui n'est plus éditable. Alors, elle est éditable en fait. Il suffit d'aller dans modifier le bloc ici, donc éditeur de bloc. On retrouve la même chose dans insertion, éditeur de bloc. Je pourrais faire un clic droit, éditeur de bloc, ou bien double-cliquer sur mon bloc. Ça m'ouvre ça, je choisis quel bloc je veux éditer. Donc là, si je fais OK, je vais arriver dans l'éditeur de bloc. Il n'y a qu'ici que je vais pouvoir éditer cette forme. Alors là, je ferme. Et on va faire un exemple. Donc imaginons que ce soit des portes, par exemple. Je vais aller éditer mon bloc. Donc quand j'arrive dans mon éditeur de bloc, il m'a rajouté un onglet dans mon menu. L'onglet éditeur de bloc. Moi, je vais lui dire que je vais aller dans début et je vais aller dessiner. On a vu tout à l'heure que quand j'ai fait mon rectangle, j'étais en couleur du calque, sur le calque mur en fait, et le calque était rouge. Du coup, j'ai bien mon tracé rouge là, qui appartient au calque mur. Quand je suis dans l'éditeur de bloc, là il m'a mis par défaut, il m'a remis le calque 0 en couleur du calque. Et je vais aller faire une petite croix là, juste pour l'exemple. Quand j'ai fini de faire mes modifications, parce que dans l'éditeur de bloc, je peux dessiner tout ce que je veux. C'est comme si j'étais dans AutoCAD lui-même, d'accord? Je vais pouvoir dessiner vraiment tout ce que je veux, faire des raccords, faire des hachures, vraiment tout ce que je veux. Là, je vais fermer mon éditeur de bloc. Il va me dire qu'il va l'enregistrer. Sinon, directement dans l'onglet éditeur de bloc, je peux aller enregistrer mon bloc ici. Et là, on voit quoi? On voit que toutes mes copies de mon bloc, eh bien, ont pris la même modification. Petit détail, là, je suis sur l'onglet mur en couleur du calque, donc tout est rouge. Si je change de calque, le rectangle que j'avais fait à la base sur mon calque mur qui est rouge est resté rouge. Par contre, ce que j'ai fait dans le calque 0 en couleur du calque, lui, il change de couleur. Si je réactive mon calque de construction et que je le mets dessus, il devient vert, DevPoint il est blanc, menuiserie il est jaune, et mur il repasse rouge. Quels sont les avantages de faire des blocs comparés à des tracés normaux? On a vu dans l'exercice précédent, quand je déplaçais tout un plan de maison, j'avais fait un groupe pour que ce soit qu'une seule forme. Donc je vais en refaire un là. Grouper,
grouper. Et je refais un dernier truc. Allez, par exemple ça. Quelle est la différence entre ça, qui n'est ni un groupe, ni un bloc, c'est juste du tracé, ce groupe et mes blocs? Ça, chacun des points est éditable. Donc, AutoCAD, en permanence, il alloue un peu de mémoire pour se dire, ok, j'ai ça dans ce dessin, tel point est à telle valeur de X, telle valeur de Y, tel point est telle valeur en abscisse, telle valeur en ordonnée, et ils sont tous amenés à changer. Donc ça lui prend de la mémoire. Le groupe, c'est la même chose, sauf que j'en ai fait un pack. Je ne peux plus les dissocier pour le moment. Alors bien sûr, à tout moment, je peux faire clic droit et dans le groupe, faire dissocier. J'ai aussi ici l'onglet groupe. Je peux sortir ça de mon groupe. Et donc je peux l'éditer. Et AutoCAD, pareil, utilise de la mémoire pour se dire, ça a beau être un groupe, je vais garder la mémoire parce qu'il est potentiellement éditable. Et là, quand je vais aller copier mon groupe plusieurs fois, je pourrais tout à fait dissocier ce groupe, le modifier sans que ça modifie les autres. Ce sont toutes des formes complètement indépendantes les unes des autres. De la même façon que si je modifie ça, je le copie, pardon, ben, ce sont trois entités totalement différentes pour AutoCAD. Et donc pour chacune d'elles, il faut qu'il calcule en permanence que chacun des points peut être éditable. On l'a vu, mon bloc, pour l'éditer, il faut que j'aille dans l'éditeur de blocs. Donc tant que je suis dans mon espace objet, pour AutoCAD, tous ces blocs, ce sont les mêmes. Tous ces blocs ne sont pas éditables dans l'espace objet. Si je dois en changer un en éditeur de blocs, ça va le recharger et ils changeront tous. Pour AutoCAD, le bloc prend beaucoup moins de mémoire que le reste des tracés. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va être éditable, il n'a pas besoin de recalculer les points en permanence. Il sait que, plutôt que de calculer chacun des tracés qui composent le bloc, c'est comme s'il affichait une image de ces tracés qui n'est pas amenée à changer. Donc visuellement, pour moi, il n'y a pas de différence à faire des tracés, des groupes ou des blocs. L'inconvénient du tracé, c'est que si je fais toute une porte là, à double battant, quand je vais vouloir le déplacer, il va falloir que je sélectionne chacun des traits. L'avantage du bloc ou du groupe, c'est que je clique sur un morceau de ma porte, je vais pouvoir la déplacer dans l'espace, je vais appliquer des rotations, ce que je veux. L'avantage du bloc par rapport au groupe, c'est qu'en plus, ça prend quasiment pas de mémoire à AutoCAD d'afficher tous mes blocs. Un bloc, ça peut très bien tourner. Ça peut changer d'échelle. Ça reste le même bloc. Et dans tous les cas, pour AutoCAD, c'est plus facile à dessiner, donc c'est important. Mon bloc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, là, quand je change de calque, il change de couleur. Sauf ce que j'ai dessiné sur le calque mur. L'intérêt de faire des blocs, normalement, c'est qu'imaginons que je fasse un lit en 160 cm. Je vais m'amuser à le dessiner correctement. Je vais prendre le temps de le dessiner bien, juste, joli s'il faut. Parce que ce lit, je ne vais le dessiner qu'une fois dans ma vie. Alors pour ceux qui ont l'habitude des logiciels comme SketchUp, quand on crée l'équivalent d'un bloc dans SketchUp, on peut l'enregistrer dans sa bibliothèque. Ce qui fait que dès qu'on commence un nouveau dessin, on a notre bloc et qu'on peut venir charger depuis notre bibliothèque. C'est pas le cas dans AutoCAD. Si je fais un nouveau dessin dans AutoCAD, là j'ai des blocs, d'accord, j'ai créé le bloc numéro que j'appelais 01. Dans dessin 1, je n'ai aucun bloc. Donc pour se créer des bibliothèques de blocs dans AutoCAD, il faudrait venir à chaque fois prendre son bloc, aller dans presse-papier, que je retrouve ici aussi, d'accord, et faire par exemple presse-papier, copier, venir ici, le coller, presse-papier, coller,
Voilà. Et je pourrais venir au fur et à mesure que je crée des blocs, rouvrir ce dessin et coller tous mes blocs dedans. Typiquement, quand je travaillais en bureau d'études, on avait sur le réseau des fichiers AutoCAD qui nous servaient de bibliothèque. On avait des gabarits de voiture, on avait des fichiers où il n'y avait que des blocs de sanitaire, d'accord, des bacs de douche de profil, de vue du dessus, etc. Et donc, en général, on met un petit texte en dessous pour dire tel bloc correspond à ça. Comme ça, dès qu'on ouvre notre fichier de bibliothèque, on sait quel est le bac à douche qu'on veut pour mettre dans la pièce. Si on en veut un qui fait 1 mètre par 1 mètre, on regarde nos bacs à douche, il y aura marqué 1 par 1, je le prends, clic droit, presse-papier, copier, et puis je vais sur mon bon dessin et je le colle. Le problème, c'est que quand je vais le coller, celui-ci là, j'ai un dessin. Il est vierge ce dessin. Normalement, quand on a un dessin vierge, dedans on n'a que le calque 0. Je viens de coller à l'intérieur un bloc. Il est venu avec ça, avec 2 calques. Il est venu avec des couleurs. Tout simplement parce que ce bloc, il a été créé sur un calque mur, avec en couleur du calque mur la couleur rouge. Puis à l'intérieur, il a d'autres éléments qui ont été mis sur d'autres calques. Le calque 0, c'est un calque qui est commun à tous les dessins AutoCAD. Alors toujours dans un souci d'économiser de la mémoire, puisqu'après quand on travaille sur des gros projets, on va avoir beaucoup de blocs, de choses comme ça. On n'a pas envie qu'ils nous ramènent des dizaines et des dizaines de calques en fonction des blocs qu'on a collés. On crée tous ces blocs sur le calque 0. Dans un précédent exercice, quand on a commencé à voir les calques, je vous avais dit, maintenant qu'on a vu les calques, il est interdit de dessiner sur le calque 0. Il est donc interdit de dessiner sur le calque 0, sauf pour créer des blocs. L'avantage de ça, c'est que quand on utilise des calques, en général, on donne des couleurs à nos calques. Et dès le premier coup d'œil, je vois quel trait appartient à quel calque. Par exemple, tout ce qui est en rouge, je sais que c'est mon calque mur. Tout ce qui est en vert, je sais que c'est mon calque de construction. Et bien, typiquement, l'avantage, c'est que quand je vais aller, si j'ai créé tous mes blocs sur le calque 0 en couleur du calque, quand je vais aller dans ma bibliothèque pour pêcher des blocs et que je vais les insérer dans un dessin, je vais les insérer dans le dessin, les mettre sur un calque. Comme ils sont faits sur le calque 0, ils ne ramènent pas de nouveaux calques dans mon dessin pour le surcharger. Et en plus, comme il est en couleur du calque, il va s'adapter au calque sur lequel je le pose. Donc c'est très important de bien créer ces blocs sur le calque 0 en couleur du calque. Quand je veux créer un bloc, imaginons que je vais créer un nouveau bloc, là celui-ci, je vais avoir plusieurs options. Donc je vais créer ici je vais cliquer ici pour faire créer un bloc. Créer, il faut que je lui donne un nom. Alors je vais l'appeler 02. Attendez, non, je sais ce que je vais faire. Je vais le copier 3 fois. Pour aller créer 3 blocs après. Je vais prendre celui-ci là. Et je vais créer, donc je l'appelle A. Il me dit de spécifier un point de base. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête? Alors, je vais annuler là. Et on va voir que quand je vais insérer mon bloc 01 là, je le tiens par un point ce bloc. Enfin je fais rien là, je déplace juste la souris. Mais il se place par rapport à mon curseur selon un point précis. Si je clique là, il se dépose pile là où je l'ai mis. Parce que quand je l'ai créé, c'est ici que j'ai posé mon point de base. C'est le point d'insertion du bloc après. Donc, quand je vais vouloir créer un bloc, je vais venir ici, je lui donne un nom. Je vais bien spécifier le point de base à l'écran, parce que sinon ça fait quoi? Si là je fais, par exemple je décoche ça, il va venir se mettre, je ferai ça après, il va venir se mettre par rapport au point 0 là. Si je fais OK, j'ai l'impression que c'est bon, je vois plus la poignée du point de base là.
Imaginons que je veuille coller un autre bloc juste à côté. Je vais venir le chercher, mon bloc A. Je viens cliquer pour qu'il se dépose. Et je ne le vois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Plutôt que de mettre un point de base, comme avec celui-ci, je n'ai pas indiqué, et par défaut il a pris le point 0. Le point 0 il est là, donc mon bloc par rapport à ce point, il a répercuté la taille, et donc j'ai bien mon bloc, son point d'insertion. Si je déplace ce bloc pour aller sur l'autre, le point d'insertion, il va bien me montrer que c'est le point 0 de mon dessin. Donc il a mesuré la distance quand j'ai créé mon bloc entre le bloc et le point 0, et ça va la répercuter à chaque fois. Donc c'est très important de bien mettre son point d'insertion. Quand je crée mon bloc, donc premier truc, je lui donne un nom et je spécifie le point de base à l'écran. Unité de bloc, je peux lui dire à quelle unité il appartient. On l'a dit très tôt, quand on commence un dessin, on peut aller dans format, contrôle des unités et dire en quoi on dessine. Pour autant, lorsqu'après je dessine dans AutoCAD, je dessine en unité de dessin. Ça veut dire que si j'ai l'habitude de dessiner en millimètres, j'ouvre un dessin AutoCAD, je ne fais pas attention au contrôle des unités. Je veux faire un banc qui fait 2 mètres de large, je vais taper 2000 unités de large. Si je m'aperçois après que j'avais pas mis en millimètres, mes 2000, c'était des mètres. Si je viens placer l'unité dans le contrôle des unités en millimètres, ça va rester 2000. Mon 2000 mètres devient 2000 millimètres. Parce que dans AutoCAD, je trace en unité de dessin. Je trace pas des mètres ou des millimètres. En fait, ça c'est pour moi. Je me le note pour moi. Ce qui va m'aider plus tard, on le verra, à faire des impressions à la bonne échelle. Mais du coup, quand je crée mon bloc, si je dessinais en millimètres à ce moment-là, que j'ai tapé 2000 mm et que je crée mon bloc de banc, quand je vais le créer, je vais pouvoir dire ben non, ce bloc-là, je l'ai créé en millimètres. Ce qui fait que si je le colle plus tard sur un bloc en mètres, là AutoCAD fera la conversion. Ça veut dire que si plus tard je colle mon bloc sur un dessin dont l'unité de dessin, l'unité d'insertion dans format contrôle des unités est le mètre, là AutoCAD fera la conversion. Il ne va pas me faire un banc de 2000 mètres de large, mais de 2000 mm, soit 2 mètres. Donc c'est important de bien aller mettre dans format contrôle des unités l'unité dans laquelle on trace notre plan, et quand on crée notre bloc, faire attention en quelle mesure il est créé. Hyperlien, on pourrait mettre des liens vers un autre fichier ou vers un site internet, donc là je vais pas le faire. Hop. Donc quand je crée mon bloc, je lui donne un nom, je spécifie le point de base à l'écran, je regarde bien l'unité de bloc. Alors normalement si je le crée sur un dessin en mètres, l'unité de bloc sera des mètres. Il faut vraiment que j'aille lui dire moi si c'est pas le cas. Mais ce sera important pour quand on ira le coller plus tard. Et là, j'ai 3 options. Les objets, je peux les spécifier à l'écran, on va voir ce que ça donne. En fait, c'est comme si je veux faire un copier par exemple, ou une rotation, ce que je veux. Soit je sélectionne d'abord ce que je veux copier, je dis que je veux copier, j'ai plus qu'à copier. Soit je n'ai rien sélectionné, je dis que je veux copier, il me dit d'aller sélectionner mes objets, je fais entrer pour valider et après je copie. C'est pareil pour les blocs. Soit je sélectionne mon bloc, mes éléments de bloc et je dis créer un bloc, soit je n'ai rien sélectionné et là je peux lui dire je spécifie à l'écran les objets. Et donc si j'ai copié 3 fois mon bloc ici, c'est pour ce qu'on va voir maintenant. Si je veux créer un bloc à partir d'ici, alors je lui donne un petit nom, je spécifie à l'écran. Là je vais mettre conserver dans les options. Donc là, comme il y avait déjà un bloc qui s'appelait A, il m'a demandé si je voulais redéfinir le bloc, ça va écraser l'ancien. Je vais bien lui mettre le point de base en bas ici. Je vais faire la même chose avec lui que je vais appeler B. Et cette fois, je vais dire que
je prends la deuxième option, convertir en bloc. Pareil, je place mon point de base. Je prends le troisième. Je vais l'appeler C. Et je vais cliquer la troisième option. Donc j'avais conservé, convertir en bloc, supprimer. Et pareil, je prends mon point de base ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Si je viens dans insérer ici, j'ai bien A, B et C. Encore une fois, c'est pas vraiment une bibliothèque, d'accord? Ça ne concerne que les blocs que j'ai créés dans ce dessin. Si je viens dans dessin 1, je ne les trouve pas, d'accord? Il n'y a que 0,1 parce que je l'ai collé ici. Donc, je vais pouvoir fermer lui là. Donc, j'ai bien mes 3 blocs qui ont été créés. Celui-ci, quand j'ai fait créer, j'ai dit que je voulais conserver. Ça m'a conservé mon dessin, ça m'a créé le bloc là-dedans, mais ici c'est resté mon tracé, ça n'est pas devenu en bloc. Le deuxième, j'avais marqué convertir en bloc. C'est mon tracé qui est devenu le bloc, et en prime, il s'est mis là-dedans. Concernant le C, il y avait marqué supprimer, ça l'a bien supprimé de l'écran, mais par contre ça m'a créé le bloc. Alors honnêtement, à l'usage, la plupart du temps, quand vous allez créer, vous allez mettre convertir en bloc. Description, je pourrais mettre une description sur un bloc. Allez, imaginons que je fasse aller un bloc D. Je mets n'importe quoi. Donc je vais faire convertir en bloc directement. Hop, j'ai bien mon bloc D ici. Pour le moment, je vois pas la description. Par contre, si je double-clique dessus, je vois ici mes blocs A, B et C. Il n'y a aucune description. Et D, je vois la description ici. Donc j'ai double-cliqué pour avoir accès à ça. Mais j'y aurais eu également accès si j'avais fait modifier tout court là. Éditeur de bloc. Ça m'ouvre la même fenêtre. Alors je vais le décomposer pour recréer un bloc à partir de ça. Là, comportement annotatif. L'annotatif, on l'a vu quand on a vu tout ce qui était hachure, texte, style de cote. C'est quelque chose qui ne va pas changer à l'impression. C'est-à-dire qu'une hachure normale, par exemple, eh bien, si quand je la dessine à l'échelle 1, il y a 1 cm entre deux traits de hachure, à l'échelle 1 dixième, il n'y aura plus que 1 mm entre deux hachures. Si je fais un style annotatif, si je crée mon 1 cm entre deux traits de hachure, que je l'imprime au 1 dixième, 1 centième, à l'échelle 1, à l'échelle 5, il y aura toujours 1 cm entre deux hachures à l'impression. Donc là, pareil pour l'écriture des polices, si mes lettres font 8 mm, quelle que soit mon échelle d'impression, mes lettres feront 8 mm. C'est ça le style annotatif, et je pourrais le mettre sur mon bloc. Parce que comme je vous ai dit, dans mon bloc, je peux avoir tout ce qu'il y a dans AutoCAD. Pas juste des tracés, je peux avoir des cotes dans un bloc, je peux avoir des textes dans un bloc. Mettre à l'échelle uniformément. Alors, si je fais pas ça, je vais insérer mon bloc. Je l'insère. Et en fait, si je refais alors, on va voir que quand j'insère un bloc, pardon, en bas, il me demande où est le point de base ou échelle. Il y a marqué échelle, X, Y ou Z. Si je réinsère un bloc directement en faisant entrée, pareil, et là il va me demander déjà quel est le bloc en bas, c'est bien E. Il va de suite me proposer normalement de faire une mise à l'échelle. Comme j'ai pas fait une mise à l'échelle équivalente en X et Y, il me propose de choisir, il me déforme mon bloc, d'accord? Si j'avais fait mettre à l'échelle uniformément, il me proposerait pas ça.
Si je dis que je veux insérer le bloc A, je refais entrer par exemple, je le repose. Là, l'échelle, elle est uniforme, d'accord? Ça grandit autant en X qu'en Y. Alors, je vais réexposer lui. Et je vais en recréer un bloc. Dans mon bloc, là, j'ai maintenant autorisé la décomposition. Alors, je vais appeler F. Et je vais décocher ça. Donc là, j'ai mon bloc. Et si je veux décomposer mon bloc, ça me dit en bas, 1 n'a pas pu être décomposé. Effectivement, c'est resté un bloc. Si je prends mes autres blocs là, sur lesquels j'avais pas coché cette option, et je décompose, je vois que j'ai toutes mes poignées qui apparaissent. Alors, il y a pas mal de dessinateurs, d'architectes, quand ils font un plan, ils prennent tout ce qu'ils ont à l'écran, ils en créent un bloc et ils n'autorisent pas la décomposition. Comme ça, ils vous envoient le dessin, vous ne pouvez rien modifier dessus. Et du coup, si vous devez faire une modification, vous devez faire appel à eux et leur payer une prestation. Alors en vrai, il y a moyen de contourner ça. Je vais aller éditer ce bloc. Je vais faire clic droit, presse-papier, copier. Et si je colle, presse-papier, coller, je retrouve mes éléments de bloc. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et du coup, certains en profitent. Donc du coup, quand je crée des blocs, on lui ordonne un nom. La description, s'il n'y a que vous qui vous en servez, c'est pas utile, ou remarque dans le temps ça peut l'être, d'accord, si vous avez beaucoup de blocs. Spécifier à l'écran, le point de base toujours, pour bien le placer où on veut, ça peut être important. Objet, normalement si on a déjà sélectionné avant, on n'a pas besoin de les spécifier à l'écran. En général on fait convertir en bloc. L'unité de bloc, normalement ça dépend du format contrôle des unités qu'on a défini. On peut mettre une description, est-ce que ça doit être un notatif, mettre à l'échelle uniformément. Moi j'aurais tendance à cocher ça et à autoriser la décomposition. Le notatif, ça dépend de ce qu'il y a sur votre bloc. Maintenant que j'ai dit ça, je vais faire l'exemple d'un bloc de porte. Je vais maintenant dessiner un bloc de porte. À l'intérieur, par exemple, j'ai des portes et les ouvertures font 90 cm. Alors j'ai pas essayé de faire une porte normée, je peux très bien aller prendre des plans sur internet, une porte normée. Mais par exemple, sur une ouverture de 90 cm, l'ouvrant fait 83 cm normalement. Le reste, c'est des montants. Donc on a 7 cm de montant, c'est-à-dire qu'ils font 3,5. Je vais aller dessiner une porte. Honnêtement, là, je m'en moque que ce soit des vraies mesures. L'intérêt, c'est d'apprendre dans un premier temps à dessiner par-dessus une référence externe, ce qu'on a fait la dernière fois sur l'exercice précédent, et maintenant créer un bloc. D'ailleurs, ça déstabilise un peu mes élèves, parce que quand on a passé 3 jours à faire une trentaine d'exercices où ils avaient des plans précis à reproduire fidèlement, quand je leur dis dessinez-moi une porte, alors que grosso modo c'est un rectangle, un arc de cercle, hein, une porte en plan, et bien ils sont un peu déstabilisés parce que je leur donne pas de mesure. Moi, du moment que la porte rentre dans les 90 cm, sur le coup, je m'en moque. Le but là, c'est pas dessiner une porte juste, qui perdent leur temps à essayer de faire quelque chose de très complexe. Le but, c'est de créer une porte et de la dupliquer ensuite. Bon, je vais créer ma porte. Et donc j'ai dit qu'elle doit faire 90 au total. Et je vais faire un petit rectangle, je vais dire allez, 5 par 5. J'ai dit qu'une porte, imaginons que je fasse une porte de 4 cm, et qu'elle faisait 83. Ma porte,
elle est censée être au milieu de quelque chose qui va d'ici à, hop, je vais faire 0.9. Voilà. Parfait. Je vais prendre ça et faire un miroir. Alors j'ai dit qu'on dessinait toujours un bloc sur le calque 0, donc je me mets sur le calque 0 et je vais faire des contours, un contour, deux contours, je vais transformer ça, hop, je le mets sur le calque 0, ça j'en ai plus besoin. Ça y est, j'ai ma porte. Je pourrais aller lui dessiner une poignée par exemple. Là je mets des mesures arbitrairement, mais le but c'est de dessiner une porte jolie, parce qu'encore une fois, normalement, cette porte de 90, je vais la dessiner une seule fois dans ma vie, l'enregistrer dans mes blocs, pour pouvoir m'en resservir à chaque fois. Donc je prends le temps de la faire correctement. Donc là, j'ai fait ma porte. Il faut qu'elle s'ouvre. Alors, elle ne va pas s'ouvrir vers le haut, puisque j'ai mis les montants de la porte de ce côté, là, les butées. Donc je vais l'ouvrir de l'autre côté. Si j'avais un gond, il serait par ici. Hop. Je vais pouvoir aller tracer un cercle. Et là, je sais que mon cercle touche ce point, et donc il touche celui-là. J'ai plus qu'à l'ajuster. Ça y est, j'ai dessiné ma porte. Vous l'avez remarqué, j'ai dessiné ma porte fermée. Je l'ai dessinée à plat. Après, je l'ai ouverte. Pourquoi je fais ça? Ça arrive à tout le monde d'être fatigué, d'avoir un jour sans, une migraine. Un simple calcul mental, une addition et une soustraction basique, quand on est déconcentré, quand on est un peu moins bien, on peut très bien faire une erreur de calcul. J'ai une élève qui, la dernière fois, m'a dessiné une porte et ça donnait quelque chose comme ça. Quand elle traçait l'arc de cercle de 90. Ou alors quand elle le plaçait, hop, quand elle faisait à partir d'ici, ça faisait ça. Ou alors, quand elle voulait le dessiner, c'était comme ça. Tout simplement parce qu'elle avait dessiné la porte ouverte, et au moment de déplacer ça, d'en faire une symétrie de l'autre côté, elle n'avait pas pris un bon axe de symétrie, ou autrement, quand elle avait dessiné directement, et bien elle avait fait une erreur, et ça tombait pas juste. Le fait d'avoir dessiné ma porte à plat, je sais que la mesure en verticale et en horizontale ici, ce sont les mêmes. J'ai dessiné la porte à plat et j'ai fait ma rotation. Je peux maintenant aller créer un bloc de porte. Porte 90, entrée. Je vais mettre un point de base, par exemple ici. Et maintenant, je retrouve ma porte là-dedans. Je vais pouvoir aller la copier où je veux. Et donc là, si je la copie sur le calque 0, elle est blanche. J'ai créé un calque de menuiserie, moi. C'est là-dessus que je vais mettre mes portes. Donc je vais aller insérer mon bloc, et forcément, il devient jaune. L'intérêt d'avoir dessiné ma porte, là on va voir, et que ce soit un bloc, c'est qu'un bloc ça peut subir des rotations, des symétries, et je vais pouvoir aller coller ma porte où je veux. Par exemple, si je prends celle-là, donc je peux la copier, plutôt que refaire toujours insérer. Par exemple, celle-là, si je la prends et que je la colle ici, je vais pouvoir lui dire je veux une symétrie. Oui, j'efface l'objet source, il n'est plus là. Je peux encore prendre ma porte, aller la copier ailleurs, hop, lui dire qu'elle vient là,
Et donc je pourrais soit copier mes portes au fur et à mesure, soit les insérer à chaque fois comme ça. Donc là par exemple, je pourrais dire, toi tu viens là, lui appliquer une rotation pour qu'elle soit pile à l'opposé, comme ça je peux lui faire un miroir, et j'efface l'objet source. Tu peux maintenant venir copier elle. Voilà pour la porte. Si je voulais faire la porte à double battant là, qui est ici, alors c'est une porte-fenêtre, ben, je vais refaire pareil. Et restez bien, d'accord, je viens de vous montrer comment faire un bloc, mais attendez que je fasse celui-là avant d'essayer de faire le vôtre, parce que je vais vous expliquer un truc. Donc je vais reprendre les mêmes caractéristiques, je vais faire quelque chose là qui fait 0.05 par 0.05. Je vais faire un trait, là c'est 1.6. Je pourrais déjà aller dupliquer de l'autre côté, mais en soi rien ne presse. J'ai dit que ça faisait 3,5 ça là, donc je pourrais faire 0.035 pour commencer ma porte. J'ai commencé ma porte là et aller jusqu'au milieu, et le milieu je vois qu'il est à 0.765 du coup, 0.765 tab, et j'ai dit qu'elle faisait, je vais dire 4 cm d'épaisseur. J'aurais pu mettre moins 0.4 pour qu'elle soit directement vers le bas. Voilà. Donc là j'ai ma porte. Je vais en dessiner, je vais faire un petit contour ici, comme ça j'en ai plus besoin. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore dupliqué, parce que je dupliquerai toute la forme quand elle sera fermée. J'ai juste fait ce trait là pour bien voir où était mon milieu, mais à vrai dire maintenant je peux l'effacer. Je vais aller faire un petit rectangle de 0.04 par 0.04, le dupliquer en faisant un miroir. Et pareil, je vais faire maintenant ma rotation. Allez, imaginons que ce soit de ce côté qu'il y a la butée. Rotation. Si j'avais un gond, il serait ici, à l'opposé de la butée. Rotation. J'ai plus qu'à faire mes arcs de cercle. Donc je prends un cercle, je le mets ici. Je pourrais faire encore une symétrie, mais là je peux aller m'appuyer directement là. Je prends mes deux cercles, ça et ça, et je peux ajuster. Encore une fois, j'ai dessiné la porte fermée pour pas avoir à calculer quoi que ce soit après, d'accord? Souvent j'ai eu des élèves qui se retrouvaient à me dire, je comprends pas, quand je fais mes arcs de cercle, il suffit d'une erreur de partir du principe que la porte elle fait 90, alors que là elle fait 80 pour tenir dans la 1m60, un peu moins puisqu'il y a l'épaisseur du montant. J'ai même pas eu à le calculer, moi la porte en fait, j'ai fait de l'épaisseur du montant jusqu'au milieu et ça m'a suffi pour la dessiner, d'accord? Donc je vais aller en créer un bloc. Imaginons que je l'appelle porte double 160 et je vais marquer 50x50 pour dire qu'elle s'ouvre à son milieu. Voilà. J'ai spécifié un point de base à l'écran. Non, mince. C'est pour ça que j'avais dit X. Allez. Un point de base. Et je vais pouvoir aller insérer ma porte. Je me mets sur mon calque de menuiserie et j'insère ma porte double. Et donc je vous ai dit de bien rester jusqu'au bout parce que ici on va avoir un petit souci.
et je vais vous expliquer lequel. Là, j'ai exactement le même dessin que je retrouve ici. Cependant, ça ne tiendrait qu'à moi, je n'irai pas mettre ce bloc ici. Alors là, c'est un dessin relativement simple. D'accord, c'est une villa, il n'y a pas des tonnes de blocs. Au moment de compter les portes, ça va aller assez vite. Mais je vous montrerai dans un autre exercice comment compter des blocs. Et du coup, si j'avais mon bloc porte là, au moment de compter les portes, si c'est ce bloc-là que je copie, je vais croire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois cette porte-fenêtre. Alors que dans les faits, je ne l'ai que 4 fois. Puis j'ai une fenêtre qui fait 98 de haut, une fenêtre qui fait 1,12 m de haut. Donc normalement, j'irai prendre ce bloc, le copier ici, je le décompose, je recrée un autre bloc avec un autre nom à partir des mêmes composants. Et ce sera bien deux entités différentes puisqu'ils auront un nom différent pour AutoCAD. L'avantage, c'est qu'imaginons que ça ce soit le plan d'un appartement sur un immeuble de 20 étages et qui est, je sais pas moi, 8 appartements par étage. Au moment de faire mon estimation, savoir combien j'ai de portes, fenêtres et combien j'ai de fenêtres de 98 de haut, combien j'ai de fenêtres d'1,12 m, ben ça va être important. Si j'ai pas fait ce distinguo en créant plusieurs blocs, même s'ils ont exactement le même aspect vu du dessus, mais si j'ai pas créé plusieurs blocs différents, eh bien ça va fausser mes estimations. Donc normalement, j'irai prendre ce bloc là par exemple, je l'explose, je reprends ses composants et je recrée un nouveau bloc. Fenêtre 1.6 par 0.98 par exemple. J'irai lui dire hop. Et donc là, pour pas avoir à décomposer le bloc de nouveau une fois que je vais aller la coller là et recréer un bloc, j'aurais pu au moment de créer le bloc dire que je conservais mes tracés, d'accord? Comme ça, à partir des mêmes tracés, je peux créer 3 blocs différents sans avoir à exploser le bloc à chaque fois. Des blocs, on en trouve des bibliothèques très facilement sur internet. Par exemple, pour les espaces verts, on a des bibliothèques avec des arbres vus de côté, vus de dessus, des choses comme ça. On a des voitures vues de côté, vues de dessus, de face, de dos, pour les mettre dans des élévations, des choses comme ça, ou dans des plans pour qu'on se rende compte des échelles. Il y a des gabarits de giration, des choses comme ça. On en trouve facilement donc des fichiers déjà tout faits. Si vous le faites, prenez le temps de bien voir dans quel format contrôle des unités ça a été dessiné. Si c'est en mètres, en millimètres, que vous n'ayez pas de surprise au moment de l'insertion dans vos plans. Typiquement, moi, quand j'étais dans un bureau d'études, je suis designer produit, je dessinais en millimètres. Quand je devais insérer des bancs sur le plan de collègues à moi, qui eux travaillaient en mètres parce qu'on faisait de la voirie par exemple, on faisait de l'espace paysager, eux ils travaillaient en mètres parce qu'il y avait des fois 400 mètres de voies, des choses comme ça. Si j'avais pas fait attention au contrôle des unités quand je créais mes dessins, eh ben, ils auraient dû insérer des bancs qui faisaient 2000 de large et donc ont été plus grands que le tracé urbain. D'accord? Mais bon, on fait 2 km au final. Donc c'est très important, ce truc des contrôles des unités. Donc l'intérêt du bloc, je vous le rappelle, c'est qu'on va les créer sur les calques 0 en couleur du calque pour qu'ils s'adaptent au calque sur lequel on le colle. On va le créer sur le calque 0 pour qu'il ne surcharge pas notre dessin avec de nouveaux calques. Quand AutoCAD affiche des blocs, pour lui ça consomme moins de mémoire que d'afficher des tracés normaux ou des groupes. Un bloc, on peut le faire tourner, en faire un miroir, le déplacer, le copier. Et dans notre dessin, on va voir ici tous les blocs que l'on a créés. Si j'ai fait plein d'erreurs, dernier petit truc avant de vous laisser, si j'ai fait plein d'erreurs en créant mes blocs, et qu'il y en a plein qui ne me servent plus à rien, je vais pouvoir purger mes blocs. Dans Fichier, Utilitaire de dessin, j'ai quelque chose qui s'appelle purger ici.
et je peux purger mes blocs, mais je vous en reparlerai plus tard du purger. Ne vous inquiétez pas, là je vais faire purger tous les éléments. Quand je reviens ici, je n'ai plus que les blocs qui apparaissent à l'écran. Tous les autres sont supprimés de mon dessin. Donc j'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas à vous entraîner à créer des blocs du coup. Et c'est très important, n'hésitez pas à les dessiner. Juste bien prendre le temps de bien le faire. Puisque dans l'idéal, vous n'allez dessiner ce bloc qu'une fois dans votre vie. Et ensuite le sauvegarder. Je vous dis à très vite pour un prochain exercice.